Et nous passons, chers téléspectateurs, à notre premier sujet de débat aujourd'hui, qui est cette reconnaissance de plusieurs États de l'État de Palestine dans l'Assemblée générale des Nations unies en sa 80e session. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Medhat Miligi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous. Alors, premièrement, comment voyez-vous cette reconnaissance de l'État de Palestine par plusieurs pays, tels que, premièrement, la Grande-Bretagne, ensuite, hier, la France et plusieurs autres pays. Comment estimez-vous cela? Premièrement, je pense que c'est une étape diplomatique très importante, malgré son symbolisme. Moi, je ne suis pas exactement avec les voix qui pensent comme si on est arrivé à la fin de l'histoire. C'est une étape parmi d'autres étapes qui devront se démontrer d'une manière très claire de la part de tous les pays qui ont reconnu l'État palestinien. Et je trouve que malgré la diplomatie qui couvre toutes ces déclarations de reconnaissance, mais je pense que si ce n'est pas accompagné avec des étapes claires et des mesures concrètes pour forcer l'État d'Israël à comprendre la logique et comprendre la raison pour laquelle tous les pays du monde, maintenant on parle d'une majorité de pays qui reconnaissent l'État palestinien, je pense qu'il dépasse même les pays qui reconnaissent l'État d'Israël. Alors, à ce moment-là, on doit commencer à exercer des mesures concrètes pour que un État voyou tel qu'Israël comprend exactement la nécessité de créer ou d'accepter la création d'un État palestinien côte à côte de l'État d'Israël dans des frontières sûres et dans des frontières qui permettent à chaque pays de répondre aux aspirations de ses citoyens. La situation telle qu'elle est ne va pas vraiment avancer la situation sur la terre, même si on arrive à 191 pays qui reconnaissent l'État palestinien et qu'on a encore 2 pays qui ne reconnaissent pas cet État et qui insistent à ne pas le reconnaître. Si on parle d'un nombre total de 193 pays membres des Nations Unies. Alors si on a 191 pays qui reconnaissent l'État de la Palestine et que les États-Unis et Israël ne veulent pas reconnaître ce droit, je pense qu'on est devant un impasse qui on ne pourra pas le faire parce qu'à la fin du compte, on parle d'une question de balance de force qui n'est pas en ce moment en faveur de l'État palestinien, que jusqu'à maintenant il n'a pas vraiment de frontières claires, il n'a pas de gouvernement puissant qui règne sur ce territoire et que même la définition du territoire n'est pas claire jusqu'à maintenant. Alors je pense que ces étapes, malgré leur importance, mais si elles ne sont pas accompagnées avec de mesures concrètes pour mettre cette déclaration ou cette reconnaissance en pratique, la valeur vraiment va diminuer beaucoup. Oui. Au terme de cette Assemblée générale et je dirais, l'Assemblée générale des Nations unies en sa 80e session, au terme de cette Assemblée, est-ce que vous pensez qu'il y aura soi-disant un protocole ou une date pour relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens? Alors, si on parle de processus de paix, alors on parle d'une étape, je pense, assez avancée pour la situation actuelle. En ce moment, le plus important, c'est d'arriver à un cessez-le-feu assez permanent. Oui. Et on parle aussi d'ouvrir tous les chemins pour que l'aide humanitaire puisse pénétrer la bande de Gaza, et que c'est exactement contradictoire avec les opinions israéliennes et américaines. On a vu juste les États-Unis utiliser pour je ne sais pas, une 59e fois son droit de veto pour bloquer le Conseil de sécurité à arriver à un cessez-le-feu, ce qui veut dire qu'on est devant une impasse comme l'impasse habituelle
qu'utilisent les États-Unis pour aider son élève favori, Israël, à continuer ses massacres, à continuer son génocide, qui est maintenant n'est pas une question d'opinion après que ce comité indépendant des Nations Unies a déclaré que ce qui se passe à Gaza est un génocide. On n'est plus maintenant à chercher est-ce que c'est vraiment un génocide ou non, c'est clair. Et malgré tout cela, on a une position totalement contradictoire à la volonté de la communauté internationale qui est celle des États-Unis et Israël. Alors, la question d'imposer un processus de paix, même maintenant, je pense que c'est très avancé à la situation. Commençons au moins par un cessez-le-feu avec l'introduction de l'aide humanitaire et l'acheminement sans blocage de la part d'Israël de toute l'aide humanitaire qui est en train d'être épuisée devant les frontières de la Palestine. Selon vous, après cette mobilisation internationale, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire pression sur, premièrement, Israël et ensuite les États-Unis pour accéder à un cessez-le-feu et activer la relance du processus de paix? Alors moi je trouve que le discours prononcé hier par son Excellence M. Madbouli au sein des Nations Unies, oui, qui est d'ailleurs le discours du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, il a été un discours qui est vraiment complet et inclusif. C'est un discours qui dissèque la situation comme un chirurgien dans une salle d'opération. Alors moi je trouve qu'on a bien expliqué les racines du problème, oui, les causes et les méthodes de traitement et même comment est-ce que cela peut aboutir ou à la paix ou même il a expliqué les craintes de ne pas adhérer aux moyens de solution. Je pense qu'il y a plusieurs points plusieurs axes d'ailleurs importants qui montrent exactement ce problème-là et que si le monde ne va pas entendre les points discutés par son Excellence Abdel Fattah el-Sisi sous le nom, avec la langue du Premier ministre, alors on ne peut pas arriver à quoi que ce soit. Je pense qu'il était très clair qu'on a parlé de plusieurs axes très importants à suivre, que je peux les citer si vous voulez d'une manière courte. Alors le premier axe, c'est l'importance d'arriver à ce sommet où on est maintenant, le sommet de la conférence des deux pays. Il a réaffirmé la position de l'Égypte que sans justice pour le peuple palestinien, aucune paix ne sera possible. Alors, il est clair que les États-Unis et Israël doivent comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à la paix. Cette question d'imposer toujours l'hégémonie d'Israël sur tous les pays de la région ne va pas marcher. Oui. Et que sans justice pour le peuple palestinien, aucune paix ne sera possible. Et cette paix, c'est de pouvoir créer l'État palestinien sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. Et toute tentative de déstabilisation sera toujours inacceptable. Le troisième axe, c'est les contradictions du système international qui est clair devant nous, que les grandes puissances qui parlent toujours du droit international, mais elles utilisent toujours une manière injuste en utilisant le droit de veto pour bloquer toute avancée réelle. Alors le quatrième axe aussi, c'est qu'on doit vraiment condamner les agressions israéliennes. Et quand on parle d'agression israélienne, on ne parle pas d'agression contre le peuple palestinien tout seul, contre l'État de la Palestine, mais on parle aussi d'agression contre d'autres pays. N'oublions pas qu'il y a des attaques déjà sur le Liban, sur le Yémen, sur la Syrie, et dernièrement même sur les pays amis tels que Qatar, qui a été attaqué par Israël,
et qu'on a parlé qu'il y a une pensée ou une illusion de pouvoir peut-être attaquer l'Égypte, et la position d'Égypte a été très ferme, ceci même, c'est une question théorique, c'est inacceptable de penser cela parce que l'Égypte n'est pas telle que les autres pays et cela peut vraiment nous diriger vers une vraie guerre directe entre les deux pays. Je pense qu'Israël ne sera pas stupide au point d'attaquer l'Égypte. Le cinquième axe, c'est la nécessité que tout le monde reconnaisse l'État de la Palestine. Et que maintenant, on ne doit plus parler, de mon propre point de vue, on ne pourra plus parler de territoire palestinien occupé, mais d'État palestinien occupé. Alors je pense que notre vocabulaire doit toujours être changé et on doit toujours parler de l'État de la Palestine qui est occupé. On ne parle plus de territoire. Alors, sixièmement, alors, il y a la nécessité de voir, tel que vous l'avez dit tout de suite, la nécessité d'un processus de paix réel. Que le temps n'est plus le temps des discours et de parler d'ambition, mais de mettre un calendrier clair avec des garanties internationales et dans un cadre multilatéral. On ne doit pas laisser la scène seule à Israël ou avec ses alliés pour dicter la solution selon leur vue et selon leur vision. Mais ça doit être un cadre multilatéral pour superviser la mise en œuvre d'un vrai compréhensif plan de paix. Alors, septième axe, c'est la comptabilité de l'État d'Israël pour répondre à ses crimes et sa responsabilité internationale. Alors ça, c'est un point qui a été évoqué aussi par le président hier et je pense que c'est un problème très important parce que la question de l'impunité d'Israël ne peut pas durer à jamais. Huitième axe, le refus du déplacement forcé des Palestiniens. Alors ça va de soi, ça s'explique. C'est clair que un déplacement forcé, que ce soit interne ou externe. Je parle interne parce qu'il y a déjà, on voit un crime de guerre qui est commis, qui est celle de déplacement forcé du nord au sud pour essayer de les mettre tous les Palestiniens dans une place qui est inacceptable. Neuvième et dernier axe, ou l'avant-dernier, c'est la nécessité de la reconstruction de Gaza et que l'Égypte a également annoncé une initiative importante, c'est que dès qu'un cessez-le-feu sera atteint, elle va organiser en coordination avec le gouvernement palestinien et dans le cadre du plan arabo-islamique, c'est très important parce que c'est plus une décision égyptienne, une conférence pour l'international, une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza. Dixièmement et finalement, c'est qu'on doit vraiment aider les mécanismes internationaux, notamment celles de l'ONU, à pouvoir prendre leur place pour aider le peuple palestinien et que cela peut empêcher Israël de reprendre ses attaques contre le peuple palestinien qui n'a aucune couverture. Alors la seule couverture qui peut le protéger, c'est celle des Nations Unies. Parfait. Votre Excellence, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Monsieur l'ambassadeur Medhat Miligi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères, je vous remercie énormément. Merci pour vos explications. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause. Selon la cartographie, Gaza possède cet accès